Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouveau numéro de What's Up, je vais avoir la chance d'accueillir Alex McFly qui va venir nous parler de son titre ¿Qué hacen los muertos? Et de son concept Alex McFly. Vous êtes prêts? C'est parti! Merci Alex d'être venu chez moi et merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. C'est un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, on va commencer par le plus simple. Y en a-t-il? Je crains que oui, malheureusement Alex. Bien sûr, c'est une boutade. On va donc du coup commencer par le plus simple. Je vais te demander un petit peu de parler de toi et du concept Alex McFly, puisque très clairement Alex McFly, c'est un concept. C'est un concept, oui. Si je devais le pitcher en peu de mots, ce serait de faire de la dérision en musique sur des univers de pop culture que j'adore. Ok. Donc c'est pop culture étant très large, c'est-à-dire des univers de séries américaines, mais aussi de l'animation japonaise, des films, ou jeux vidéo. Et concrètement, en fait, ça se présente comment, justement, en musique? Parce que pour ceux, une fois encore, qui ne te connaissent pas, moi je connais un petit peu, donc forcément je sais de quoi tu parles. Alors ça peut se décliner de plusieurs manières. Pour l'animation japonaise, souvent ce que je fais, c'est je reproduis un peu ce qu'a fait Bernard Minet ou AB Productions à l'époque, c'est-à-dire mais en prenant des animés très sérieux. C'est-à-dire, notamment sur Death Note, Cahier de la mort, je fais une chanson à la Dragon Ball Z ou à la Chevalier du Zodiac de Bernard Minet, avec le même type de paroles, c'est-à-dire des paroles un peu niaises, un peu faciles et très enfantines, mais sur Death Note, qui est un animé très sérieux. Donc en fait, le but c'est de prendre l'animé à contre-pied, c'est-à-dire plus c'est sérieux, plus mes chansons seront débiles. En fait, moi, je vais tout simplement proposer qu'on voit un petit peu ce que ça peut donner, tout simplement. Alors, ça peut donner ça. Des choses plus étranges, moi ça me dérange. Je ne suis qu'un garçon qui veut jouer à Donjons et Dragons. Les choses plus étranges, c'est sûr que ça change. Mais fallait pas faire les cons avec les démons gorgons. Ou éventuellement, ça. Viens faire un tour à Westeros, là où les héros ne voient pas la vie en rose. Viens dans la cour, approche-toi du trône. Chevauche les dragons pour que les marchands blancs y jouent. Tu disais, de toute façon, toi-même, c'est vrai que c'est des choses qui sont très délurées, très déjantées. C'est un petit peu en fait l'un des ADN du groupe. D'ailleurs, tiens, petit aparté, tu parles du groupe, mais c'est qui justement derrière, quand même? Alors, c'est en fait, avant Alex McFly, je m'amusais déjà tout seul à faire exactement ce que fait Alex McFly. Mais en évoluant au sein d'une écho, il y a Neko Nico c'est lui qui m'a suggéré de faire un peu ce concept sur l'animation japonaise, de faire de la déproduction sur du très sérieux. Une discussion dans une voiture, si je ne... Dans un train. J'étais pas loin là. Dans un train pour aller à Nancy. C'était en gros faire du punk californien en plus doux ou en plus rose. J'appelle du pink punk un peu, d'où la couleur Alex McFly. Et Cahier de la mort a relancé cette volonté. Je me suis dit, ce serait intéressant de créer un vrai groupe de ça. Et dans le Neko, à l'époque, comme aujourd'hui, je passe beaucoup de mon temps avec le Neko, oui, avec le Neko Light Orchestra. Donc c'était facile de recruter là-bas. Et surtout que j'ai demandé à l'époque à Magic Jesse, Preacher et à mes deux McFlyettes que sont Marjo et Elaine. D'ailleurs, je leur fais à tous un bisou s'ils nous regardent. Moi, en fait, ce qui m'a un peu étonné, je vais pas te le cacher, c'est justement quand j'ai vu arriver Qué hacen los muertos, qui est quand même
beaucoup plus sérieux, mine de rien. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment t'es venu le projet Il y a plusieurs choses qui m'ont drivé ou qui m'ont entraîné à faire cette chanson. Parce que normalement, Death Note par exemple, la mort, ce genre de choses, c'est vraiment l'animé m'a époustouflé et j'ai envie de prendre l'animé à contre-pied, point barre. Et Castle Los Muertos, c'est plus complexe. Parce que moi, Coco, le film d'animation Coco de Disney m'a époustouflé. Je suis très fan de la culture hispanique de base, que ce soit musicale ou justement cette culture envers les morts, El Dia de los Muertos, moi je trouve ça fascinant parce que de voir la mort à travers un prisme joyeux. Mais par contre, le désir, c'était pas de le prendre à contre-pied parce que derrière, il y a eu d'autres éléments qui sont venus se greffer. C'est que moi, j'ai toujours rêvé la musique hispanique m'a toujours attiré. Et en fait, il y a eu un moment où, je garde contact avec la musique hispanique et j'adore ça. Et parallèlement à ça, du coup, et à peu près à la même époque que Coco, ce qui s'est passé, c'est que moi, du côté de mon père, il y a des racines espagnoles. Et mon grand-père est tombé malade peu de temps après Coco. Et je sais pas comment le dire sans choquer, mais il y a un moment où il faut oser parler de la mort de manière positive. Ouais, non mais complètement. De manière positive, et je sentais que mon grand-père allait mourir. Et il y a Coco qui est revenu dans ma tête. Ouais. Mais vraiment, je me suis dit, faut que ce soit... parce que ça commençait à être tendu, tu vois, dans la famille. Et je me suis dit, il y a besoin de... Il y a besoin, pas d'en rire, mais il y a besoin d'alléger un peu. Voilà, d'alléger et que ce soit aussi bête que ça puisse paraître, ou aussi paradoxal que ça puisse paraître, que ce soit festif et que l'accompagnement soit festif et que la famille puisse respirer, quoi. Ouais. De toute façon, ça se sent fort, même en fait, un peu entre guillemets, un peu ce paradoxe entre ce fort respect qu'on sent effectivement dans la chanson et justement, comme tu le disais, en fait, ce côté très festif de Dia de los Muertos. On le sent tant dans l'interprétation que dans l'agencement, en fait, justement, du morceau lui-même. Et pour le coup, moi qui suis grand fan de Disney, mais ça tu le sais, c'est un peu pour ça que t'es là, je me suis dit, ouais, effectivement, ça, c'est vraiment complètement d'accord en fait avec l'univers de Coco, et même très naturellement j'ai des images du film qui me sont venues quand j'ai écouté en fait. En una estrella, ahora espero que no esté aburrida. Mi abuelo subió al cielo y espero que no. Il y a quelque chose de super important que j'ai pas dit, c'est que l'influence de la conception du clip, le visuel et dans la musique, la BO de Coco est monstrueuse. Et en fait, cette BO m'a permis ça a été un peu comme une vague, tu vois, parce que dans la culture musicale hispanique, je connais des choses, je dirais pas plein, mais je connais des choses, que ce soit dans le rock, dans le rap, dans machin, mais c'est un peu, cette musique de Coco, je l'ai trouvée tellement bien et tellement smart que ça fait une vague où ça m'a ramené tout ce que j'aimais dans la culture hispanique, et ça m'a dit, fais une chanson en espagnol, fais une chanson sur ce thème des morts. Tu parlais justement des clips, du maquillage, etc. C'est des choses en fait qui sont faites en interne, c'est des gens que tu connais, c'est un peu de tout. Okay. Des productions comme... C'est un bon exemple qu'a fait Los Muertos, parce qu'en fait, la maquilleuse, je la connaissais pas du tout. En fait, j'ai fait une annonce. Finalement, quand on s'est appelé, on s'est rendu compte que le monde toulousain artistique est petit. Tu connais forcément des gens par relation interposée. Mais c'est super bien passé. Et par contre, Cassandra Marcino au décor, c'est autre chose. Elle a beaucoup dessiné pour le Nicolait Orchestra. C'est une personne avec qui, même personnellement, j'ai collaboré pendant ces études. C'est le genre de personne, t'as envie de continuer à travailler avec elle, et c'est un peu une évidence parce que ça se passe toujours bien, tu vois. Tu dis, tu peux me faire ça s'il te plaît, tu lui fais un croquis nul à chier, et elle te rend un truc, tu fais, c'est génial.
en fait, c'est le privilège, enfin, le luxe avec ces gens, c'est que t'as pas besoin de les coacher, en fait, parce qu'ils ont déjà cette science du détail, ce souci de la perfection quasiment. Enfin, tu vois, et c'est des gens qui travaillent, t'as pas besoin de leur dire que ce soit, ils vont faire en sorte que leur travail ce soit parfait, quoi. Une petite dernière question avant de te laisser. Quel est ton rapport en fait à Disney de manière générale? Alors tu as le droit de répondre en toute franchise. On n'est pas là pour être gentil, on est là pour être honnête. mais ça me plaît cette question. Mon rapport envers Disney il est très dual. Je peux pas dire que j'aime pas. Parce que ça a bercé une énorme partie de mon enfance et il y a des choses qui m'ont tellement marqué et inspiré et qui m'inspirent encore aujourd'hui. Au final, l'origine de mon pour et contre Disney, c'est la même chose. En fait, Disney, la force de Disney crée aussi le risque de Disney. Disney est le monopole, a le monopole des valeurs morales, des valeurs morales sociétales envers les enfants. C'est là où ça devient dangereux parce que du coup, tu formates des enfants, et puis je veux dire, je vais rentrer dans le sujet un peu sérieux, mais je me souviens, dans ma génération, quand il y avait des enfants dans ma classe, ils disaient mes parents ont divorcé. C'était le drame. C'était le drame. Parce que justement, c'était un peu. Je vais caricaturer, mais c'est. Est-ce que t'es Disney ou t'es pas Disney? Ah non, mais ça rentre pas dans les cases Disney, ça. Pour résumer, ce côté dual, il était en fait. Il est évident. C'est-à-dire, tu ne peux pas l'éviter quand tu as un monopole de la bien-pensance. Ah bah oui. Tu as forcément. Tu te retrouves forcément avec des faits. T'es obligé de. Artistiquement, enfin, tu sens qu'il y a beaucoup de gens qui freinent, clairement. Et c'est ça que je trouve dommage parce que moi, tu vois, si je fais. Alors, moi, je suis personne, mais moi, ce qui m'a poussé à faire de la musique, ou tout ce qu'on appelle art, je me suis orienté vers la musique ou le cinéma, le dessin, parce que justement, pour moi, c'est des zones de liberté, mais des libertés sans frontières, tu vois, vraiment sans frontières. Ouais. Et donc, du coup, de voir que ce monde-là freine au lieu de pousser. Alors qu'on est dans une en fait, c'est ça qui est très paradoxal. Je pense qu'on a besoin d'être poussé. Au final, c'est que moi, je pense que on tire, mais on va en souffrir. Eh ben, en tout cas, merci encore d'être venu, Alex. C'était super intéressant. Évidemment, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne d'Alex McFly. Je vous mettrai évidemment le lien en commentaire. Merci, vraiment. Mais elle est saoule là. Je me Disney, c'est bien, vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir. Merci encore, c'était super intéressant en plus. Et puis, longue vie à Alex McFly, j'ai juste envie de dire. Merci. Et puis à très bientôt. À très bientôt. À bientôt tous. Et merci encore. Pour terminer, quand même, je peux pas m'empêcher de te demander une petite blague, parce qu'il faut le savoir, le concept Alex McFly, c'est aussi la boule à blague. Ah oui, la fameuse. Donc je t'écoute. C'est le pape qui a un meeting dans le sud de la France, tu vois, vers Biarritz. Et pour une raison X, il y a l'aéroport de Biarritz est fermé. Donc il atterrit à Bordeaux. Et à Bordeaux, il est avec son garde du corps et puis son responsable marketing, ou je ne sais quoi, ou sa secrétaire, la secrétaire du pape, on va dire qu'il est le secrétaire, lui a réservé une super voiture de location. Et donc il est là avec son garde du corps et son garde du corps il va chez Sixte, là, tu vois, à l'aéroport de Bordeaux. Bon, on n'est pas censé faire de pub, mais c'est pas grave. Chez n'importe quel loueur de voiture. Et bref.
Et puis le pape, il voit, il regarde la voiture, c'est la Renault Laguna, mais tu sais, sport, et avec surboosté, tu vois, le modèle sport, tu vois. Et puis il y a son garde du corps, du coup, il commence à se mettre dans la place conducteur, et puis il dit, bon bah, vas-y, montez dans la voiture. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le pape, c'est un fan de voitures de sport et de conduite, sauf que bah, son métier fait que, bon bah, son image aussi fait que, bah, tu vois pas le pape y aller à fond sur une voiture, tu vois, donc... mais là, il se dit, bon, je suis dans le sud de la France, Bordeaux, Biarritz, on va passer par une petite route. Il se dit, putain, puis en plus là, j'ai une voiture de sport d'enfer, c'est Renault, mais bon, elle a l'air quand même bien sympa. Et puis du coup, il demande à son gars, il dit, attends, Roberto, tu veux pas me laisser conduire? J'ai trop envie de conduire. Et Roberto, le pauvre, sur son contrat, il est marqué... le pape à l'arrière, toi tu conduis et tu fermes la bouche. Et mais bon, t'as le pape qui lui demande ça, quoi. Alors Roberto hésite, puis il se dit quand même, c'est le pape. Ouais. Si je refuse quelque chose au pape, je suis mal, quoi. Ça c'est par rapport à mon honneur personnel, tu vois. Donc il cède. Tu vois, il dit bon bah je vais derrière, puis, allez-y, faites-vous plaisir. Et donc du coup, t'as le pape, il prend la Renault Laguna Sport, là, et il commence à... Il sort gentiment de l'aéroport, tu vois, mais dès qu'il arrive sur les nationales, il prend pas le dos, parce qu'il dit, bien, on peut me voir, etc. Il prend une petite route, là, puis il te tape des 150 km/h, 160 km/h, 170 km/h. On sait plus sur les nationales, puis il tape des pointes à 200, tu vois, et il se régale, le pape. Et puis t'as le garde du corps derrière qui est stoïque, tu vois, il dit bon bah le paysage est beau, en plus il fait beau, non il n'y a personne sur les routes, c'est bien. Bon bah à l'arrivée, je ferai attention, et puis je ferai vite le switch pour faire croire que c'est moi qui ai conduit. Et bien du coup, étonnamment, ce jour-là, bah il y a une patrouille mobile, tu vois, il y a un policier qui est là avec son radar mobile, et puis il flash. 195. National. Alors du coup, il prend sa moto, gyrophare, etc., sirène, et puis bah, le pape quand même, c'est le pape. Il va pas faire course-poursuite avec la police, parce que s'il se fait prendre... Donc il se dit, il a un peu stressé le pape, et puis bon, il se met sur le... Il s'arrête, il arrête la voiture, et puis... Il attend, et puis il sait même pas, il n'a pas de texte préparé et tout. Il dit, bon, on va voir ce qu'il me dit. Et là, t'as le policier qui arrive, et puis les vitres sont teintées, donc il voit rien, donc il baisse la vitre. Et là, le pape il baisse la vitre. Et là, dès qu'il voit la tête du pape, le policier il fait, oh mon Dieu, oh. Et du coup, il regarde derrière, il regarde la tête du pape, il regarde derrière, oh mon Dieu. Et là, il a un énorme stress. Et le pape, il sait pas quoi faire, le garde du corps non plus, ils sont tous les deux comme ça, parce que le garde du corps, il sait très bien que si la secrétaire et l'entreprise du pape, elle sait qu'il n'a pas conduit, il est cuit. Le pape, il sait que s'il y a la presse, enfin, donc tous les deux, tu vois, la goutte de sang. Et du coup, t'as Robert, le policier, là, il leur touche pas un mot. Il prend son téléphone, il est mal, il est en plein stress. Il appelle son chef, il fait « Chef, c'est Robert, je crois que j'ai fait une connerie. » Le chef lui dit « Oh Robert, qu'est-ce que t'as fait Robert ?» Il dit « Quoi la connerie ?»« Ah mais chef, là j'ai arrêté quelqu'un d'important, là je passe, c'est très important, sur la route là, avec sa vitesse, mais j'aurais pas dû. » Et puis son chef lui dit « Ah mais Robert, c'est qui t'a arrêté? Dis-moi pas que t'as arrêté le maire, quoi. » « Ah non, chef, non, c'est pas le maire je le connais, il ressemble pas au maire. » « Non, Robert,
dis pas que t'as arrêté le président. Ah, chef, le président, je sais à quoi il ressemble, c'est vraiment pas le président. Ah, ça va, non mais... Robert, mais enfin, mais dis-moi, qui t'a arrêté si c'est pas le président? Il fait, ah mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que le président? C'est forcément quelqu'un de plus important. Ah mais Robert, pourquoi c'est quelqu'un de plus important que le président? Bah chef, je sais pas qui c'est à l'intérieur de la voiture, mais en tout cas son chauffeur, c'est le patron.